Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. On a mis encore la barre très très haut. On a la prétention d'aller au bord de la rivière, de voir la loutre à 19h, voir la jeunette à 22h. Bon, on va y aller humblement, on va tenter, mais bon voilà, il ne faut pas non plus imaginer que tout va sortir du chapeau comme ça. Mais en tout cas, si on tente, ce qui tente rien n'a rien. Donc là, on va juste se positionner au bord de la rivière, à 10 minutes de marche, là, sur un petit lac de barrage, bien sympa, où je sais que la loutre est vue, enfin je la vois régulièrement, elle est bien présente. On va faire l'affût du soir, et puis on verra bien. Allez. Suite du voyage en Espagne, dans la cordillère cantabrique, en compagnie d'un petit groupe de naturalistes en quête de l'ours, mais aussi à la recherche d'autres espèces comme les grands rapaces, le chat forestier, le loup, la genette et la loutre, entre autres. Ça se passe dans les Asturies, un lieu de nature extraordinaire où les humains côtoient la faune sauvage en bonne intelligence et sans trop de crispation. À tel point que Pierre Boutonnet, naturaliste, expert et guide de voyage, a décidé de quitter la France pour s'y installer avec sa famille. Épisode 2 : Vivre avec les ours dans les Asturies. Voilà. Pierre. Alors là, on n'est plus en zone à ours, hein. On a un peu quitté la zone montagneuse de la vallée amont, là. On est un peu en aval. Et voilà, c'est un endroit où il y a un beau fleuve côtier qui s'appelle le Rio Nalón, où il y a les saumons qui remontent d'ailleurs. Chaque année un peu moins, mais bon, ils sont quand même toujours là. Et c'est vrai que la loutre est bien présente. Il y a encore une belle qualité de milieu et il y a une belle densité de loutres sur cette rivière. Alors, l'idéal là, pour nous, c'est qu'on ait une soirée sans vent. Pourquoi c'est hyper important qu'on ait une soirée sans vent? Parce que le plan d'eau, s'il n'est pas ridé par des petites vaguelettes du vent, on voit beaucoup mieux. Parce que la loutre est hyper discrète, elle a la couleur de l'eau, et elle a beau être, les mailles font jusqu'à 15 kg, elle est ultra discrète. C'est comme un fluide, c'est un fluide dans un fluide. Donc elle se faufile et elle est d'une discrétion absolue. Donc souvent on repère, avant de la voir, on repère les mouvements de l'eau. S'il y a des rides, on ne la repère pas. C'est des mouvements d'eau bien particuliers. J'espère que je pourrai vous le montrer. Ça n'a rien à voir avec un splash de poisson. C'est un autre type de mouvement d'eau. Quand tu le connais, tu le repères de loin. Bon, la loutre, c'est un animal qui est assez cool, mais quand même. Là, on est vraiment au bord de l'eau. Elle est susceptible de nous sortir dans les pattes, ça m'est déjà arrivé, là. Mais donc, il va falloir quand même être le plus discret possible. Elle va vers la gauche. Elle sort, regarde. On la voit sortir à travers les arbres, là. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'elle sort, elle mâche. C'est un prédateur très efficace. Elle mange des trucs. Hop, elle a replongé. Je la vois encore. Là, elle est vraiment à gauche. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Alors voilà, ce que je peux faire, c'est moi rester là. Vous continuez doucement. Et autant vous tomber dessus. Mais faites gaffe, allez-y mollo. Si elle vous voit, elle va plonger. Hein. Ce qui me surprend, c'est la taille à distance. C'est comme... C'était peut-être un mâle. Le mâle est 2 fois plus gros que la femelle, voire 3. Le mâle, il fait entre 9 et 15 kilos. La femelle, entre 5 et 10. Donc une petite femelle, elle est 3 fois plus petite qu'un gros mâle. Parce qu'elle peut rester longtemps sous l'eau? Oui, bien sûr, mais quand elle a une action de pêche, elle est obligée de remonter à la surface pour manger. Donc comme elle est hyper efficace, j'avais calculé que maximum 1 minute, 50 secondes, elle remonte. Après, tout dépend ce qu'elle décide de faire. Elle peut aussi décider de traverser et de faire 500 mètres sous l'eau pendant 3 minutes. Là, tu la perds, quoi.
objectif de vie, c'était vraiment d'essayer de m'installer dans un endroit qui me plaise, bien sûr, mais vraiment au milieu de la nature, au contact de la nature. Et comme j'ai cette relation particulière avec les ours, quand on a, avec Marie, ma compagne, décidé d'avoir ce projet, de s'installer dans une nature forte, très naturellement, je lui ai proposé cette région espagnole des Asturies et de la Cordillère Cantabrique, que je connaissais déjà pour être venu en tant que guide avec des participants. Je venais comme ça une fois par an pour faire des voyages naturalistes. Et ici, je trouvais que par rapport à la France, c'était une région qui allait vraiment nous permettre de vivre à 100% ce qu'on avait toujours rêvé de vivre, au contact notamment des ours. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bien ciblé l'aire de répartition de l'ours dans la Cordillère Cantabrique et on a cherché un lieu de vie dans cet endroit-là. En France, on a un rapport à la nature que moi je trouve déplorable en matière de conservation des milieux naturels, en termes de cohabitation avec les grands prédateurs. En France, c'est vraiment difficile. Et nous, on a, en tant que militants de la première heure, on a beaucoup souffert quand on habitait en France, du lobby agricole, du lobby de la chasse. L'activité chasse en France, pour nous naturalistes, elle est insupportable. Quand tu aimes le vivant, quand tu respectes le vivant, je t'assure, c'est très dur à vivre. 6 mois par an, t'as la boule au ventre. Moi, j'ai toujours vécu en milieu rural. J'ai toujours dû composer, surtout dans le sud de la France, avec l'activité cynégétique. Et c'est une activité qui est traitée comme une activité majeure dans les communes rurales de France. Et nous, ça, on en a vraiment eu ras-le-bol. Et ici, en Espagne, quand on est arrivé ici, vraiment, on a respiré. On sent la différence. Il y a beaucoup de chasseurs en Espagne, mais ils sont moins radicalisés, ils sont moins organisés, ils sont moins présents dans le paysage et ils ont beaucoup moins de cadeaux de la part de la classe politique espagnole. Alors que les chasseurs en France, ils ont tous les pouvoirs et ils ont l'impunité. Ça, c'est vrai que ça nous a pas dérangé pour toutes ces raisons-là de quitter la France. On a un peu quitté le navire, hein, j'avoue, mais bon, on milite quand même. On est quand même présent. On est dans le parc naturel de Somiedo, juste au début du parc, du côté oriental, à côté d'un petit hameau. C'est une gorge qui est assez escarpée, assez étroite, avec une forêt de chênes dans le fond et des barres rocheuses au-dessus. Encore une fois, le biotope idéal pour l'ours. Forêt, rochers, nourriture, refuge. Voilà, il y a une route qui passe juste à côté en plus, pour nous c'est parfait. Une route qui n'est pas passante, donc il n'y a pas beaucoup de voitures. Du coup les ours sont tranquilles. Et nous, ça nous fait un belvédère naturel pour observer, sans déranger. J'adore, j'ai rendez-vous toujours aux mêmes dates, aux mêmes endroits avec les ours. Tous les ans, sur ce petit vallon, mi-septembre, les ours arrivent pour manger des glands. Et c'est trop bon, quoi. Et je reconnais même les ours d'une année sur l'autre. Ils viennent dans les mêmes arbres, à la même date, au même endroit. C'est sympa, quoi, ce petit rendez-vous annuel. Là, on est assez près, hein, quand même. On est à moins de 300 mètres. Pour les Asturies, c'est une observation de proximité. Alors, on est moins proche que hier soir, mais on est quand même assez proche. Ouais, hier soir, on était dans un village. Et c'est un village qui est visité par la faune sauvage et les ours, notamment au mois de septembre, pour venir manger les figues. Donc on s'est posté quasiment sur la place du village et on a eu la chance de voir débouler un ours. Il était 10h30 du soir, avec les chiens qui aboyaient, le voisin qui n'était pas content parce que il voulait pas qu'il y ait son ours dans son jardin. Bon, c'était assez folklorique, mais bon, on a quand même vu l'ours descendre dans les figuiers. Et oui, on était à une 30aine de mètres, je pense. Bon, c'était furtif, mais c'est intéressant, c'est intense. Et la jeunette qui mange les figues aussi. Tout le monde vient manger les figues. Hein. Tous les animaux aiment les figues. Les carnivores comme les herbivores.
Donc au filier, c'est intéressant, tu peux voir passer n'importe quelle espèce. Le renard, la genette, l'ours, le chevreuil, le blaireau. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est installé là. Et ça a même dépassé nos espérances. Quand on s'est installé, moi je me suis dit, waouh, là vraiment, c'est un bel endroit. Les ours sont aux alentours. Il va sûrement se passer des choses là dans les prochaines années qui vont être fortes. Et effectivement, il nous est arrivé tout un tas d'aventures avec les ours qui ont totalement dépassé ce qu'on aurait pu imaginer. Nous, on s'est installé là. On a fait tout ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire qu'on a planté des arbres fruitiers, on a eu un jardin, moi j'ai installé mes ruches, on a des chevaux, on a des brebis, on a eu des chèvres, on a des poules. Bref, pas mal de choses qui intéressent les ours. Et donc forcément, fatalement, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'on a eu des interactions et on a eu des petits échanges avec nos amis les ours. Et voilà, et ça je le revendique, on arrive très bien à cohabiter. Depuis 11 ans, on est bien placé pour raconter tout ce qui nous arrive, témoigner de quelques histoires d'ours qui nous est arrivées ici. On avait une ruche qui n'était pas protégée, qui était en dehors du rucher, parce qu'on avait fait une expérience, on avait construit une ruche en parpaing et en béton, qu'on espérait anti-ours, pour savoir si elle allait résister à la visite des ours. Donc elle était installée au fond de notre propriété, avec des plaques vissées et boulonnées, et il y avait la colonie d'abeilles qui était à l'intérieur. Début avril, quand il y avait du couvain, j'arrive sur les lieux de la ruche un matin, je vois qu'il y a un animal qui a creusé autour de la ruche, et qui a commencé à essayer de faire bouger les parpaings. Mais il n'était pas vraiment bien arrivé. Il y avait eu une tentative d'attaque sur la ruche. Bon, je comprends vite que c'est un ours. Je mets pas de piège photo à l'époque, mais bon, je regarde ça, évidemment je touche à rien. Et je dis je reviendrai demain. Le lendemain matin, je reviens, le trou avait augmenté, et la tôle avait commencé à être froissée ou pliée. Je dis bon, ok. 3e jour, là, la ruche avait été cassée. Il y avait des abeilles de partout, des abeilles qui sortaient de partout. Je me souviens, Marie était pas là, elle était en voyage. J'étais tout seul et elle devait rentrer le soir même. Je dis à Marie, pendant que t'étais pas là, pendant 3 jours, il y a un ours, mais je sais pas qui vient et qui essaye de dézinguer la ruche. Il y a pratiquement réussi. Il a un peu attaqué les cadres de miel et il en reste parce qu'il n'a pas vraiment réussi à tout défoncer. Mais évidemment, il va revenir, j'en suis sûr, il va revenir. Donc du coup, là, ce soir-là, on est un peu attentif. Pour vous donner une idée, on est à 150 mètres de la maison, au fond du jardin, si je puis dire, codé à une paroi rocheuse. Je mets la lampe sur la zone, je vois 3 paires d'yeux, pas une, 3. Une grande et 2 petites. C'était pas un ours, c'était une femelle avec 2 oursons. Purée. Et elle était au-dessus de la ruche. Elle arrivait par la falaise, par au-dessus. Et on avait nos bêtes, à l'époque, c'était des chèvres, juste à côté dans la chèvrerie, entre l'ours et la ruche. Alors l'ours, elle était là pour la ruche. Mais bon, Marie, c'est elle l'éleveuse. Elle me dit, Pierrot, là quand même, je suis embêté parce que, ok, il y a la ruche, mais bon, imagine qu'elle ait une idée. Alors nous, il faut savoir que les chèvres, on les rentre tous les soirs dans la chèvrerie, qui est une petite cabane fermée, encerclée par une clôture électrique. Donc on fait les choses bien. Normalement, il n'y a aucune raison que l'ours s'approche. Mais bon, Marie est inquiète, je dis ok, j'y vais, je vais aller lui parler, lui faire un peu peur, lui montrer que bon ben là, c'est pas son secteur. J'ai essayé d'aller marquer un petit peu le territoire. Je m'approche d'elle. Elle est là, elle me voit arriver, bien sûr, elle me capte tout de suite, mais elle s'en va pas. Elle se met au-dessus, alors elle me dominait. C'est la raison pour laquelle, en fait, elle n'était pas trop inquiète. Alors je m'approche en lui parlant, Je lui parle, je lui mets la lampe dans les yeux, je m'approche à 50 mètres, elle bouge pas. Je suis un peu étonné. Je m'approche à 40 mètres, elle bouge toujours pas. Pourquoi? Parce que les ours, ils sont farouches. Mais il faut savoir un truc, quand on connaît les ours, ça les gens le savent pas, c'est que quand il a une idée derrière la tête, l'ours, il est très têtu.
Et ça serait bien que les éleveurs et les bergers le sachent, parce que, bon, je fais une petite parenthèse, ça serait bien de les former à ça, au côté psychologique de l'ours, parce que bien souvent ils sont étonnés de la hardiesse de l'ours quand il attaque les troupeaux, quand il s'approche des habitations. Il y a une bonne raison à ça, c'est que l'ours, quand il a une idée dans la tête et qu'il a décidé quelque chose, c'est difficile de le faire lâcher. Et là, c'était le cas. Elle me regardait et elle voulait aller à la ruche. Donc je m'arrête à 30 mètres d'elle. De toute façon, je pouvais pas aller plus près. Il y avait la falaise entre nous. Enfin, une espèce de barre rocheuse. Et là, je me mets à lui parler. Je lui parle en élevant la voix. Donc là, elle avait ses petits quand même. Ses petits sont rangés derrière elle. Elle fait demi-tour et elle s'en va. D'un bon pas. Mais bon, je les connais, les cocos. Je reviens à la maison. Je dis, j'ai fait partir. Mais à mon avis, ça va pas suffire. Tôt ou tard, elle reviendra. Bon, mais là, c'est 11h du soir. Moi, je vais prendre ma douche. Et Marie, toujours inquiète, elle se dit, bon, je vais quand même aller voir si tout va bien. On avait aussi des chevaux, on avait une vieille jument à l'époque. Elle dit, bon, je vais essayer de voir si la jument est pas dans le secteur. Donc, elle remet ses habits de fermière. Je sais pas, un quart d'heure après. Et en fait, l'ours, elle avait pas du tout attendu. Elle avait fait demi-tour, elle avait fait le tour de la barre rocheuse et elle arrivait par-dessous. Donc quand Marie est arrivée sur la ruche, pensant que comme je l'avais fait peur, bon ben elle allait pas être là, elles se sont retrouvées nez à nez, à 10 mètres l'une de l'autre. Et là, tout le monde a eu peur. Marie, elle a tourné les talons, elle est vite rentrée à la maison. L'ours, elle a sûrement fait demi-tour. Moi, j'y étais pas, mais ça a dû être panique tout le monde. Donc, elle arrive. Moi, je suis sous la douche, plein de mousse. Elle me dit, Pierrot, l'ours est revenu, l'ours est revenu. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Je sors comme je peux. J'enfile mon peignoir. Je mets mes bottes en plastique. J'ose même pas imaginer. Heureusement que personne m'a vu. Me voilà en train de courir en peignoir avec mes bottes en plastique en direction de la ruche parce que je me suis dit, bon là, il faut vraiment marquer le coup, il faut vraiment lui faire peur. Et en fait, quand je suis arrivé à la ruche, j'ai juste entendu des pierres rouler dans la forêt, j'ai rien vu, et elle était repartie. Et là, il y a eu quand même un coup de stress qui fait que la femelle, elle est pas revenue dans les prochains jours. Mais elle avait 2 grands jeunes qu'elle a émancipés au mois de mai, et au mois de juin, un des 2, qui était donc indépendantisé, on va dire, qui était tout seul, livré à lui-même, il s'est souvenu que là, il y avait une ruche, parce que nous, on n'a touché à rien. La ruche, elle était moribonde, mais elle vivait encore. Et au mois de juin, on a eu un des oursons qui est revenu et qui a terminé de détruire la ruche ce soir-là. Et Marie, elle a assisté à toute la scène avec les enfants. À une 30aine de mètres, elle a vu l'ours pendant au moins 3 quarts d'heure défoncer la ruche. Et ils sont partis, non pas parce qu'ils en avaient marre ou qu'il y avait un problème, c'est que les abeilles étaient tellement excitées, tellement énervées, elles attaquaient l'ours, qu'elles venaient dans le faisceau de la lampe et elles les attaquaient eux aussi. Donc c'était pas tenable, ils ont dû partir. Voilà pour la petite histoire. Je me disais toujours, j'aimerais vivre dans un coin tellement sauvage, avec les ours tellement proches de moi, que mon rêve, ce serait d'avoir une maison et de pouvoir me brosser les dents et d'observer l'ours de la fenêtre de ma salle de bain. C'était, voilà, je disais ça avec les copains, ils le savaient, on se marrait avec ça, et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire parce que, même si la fenêtre de la salle de bain, elle donne pas sur le meilleur endroit pour voir les ours. On les voit tellement régulièrement autour de la maison. Ils vivent avec nous, en fait. Ils sont là, hein. Ils viennent dans nos fruitiers, ils se baladent. Ils ne font rien de mal, mais ils se baladent. Qu'un jour, c'est vrai que parmi nos premières rencontres autour de la maison, pour me marrer et puis pour me dire, allez, je vais le faire, il y avait un ours qui était visible de la fenêtre de la cuisine. J'ai couru à la salle de bain, j'ai pris ma brosse à dents et je me suis brossé les dents en le regardant. Comme ça, je peux dire, moi, j'ai eu la chance d'observer un ours en me brossant les dents. Voilà pour la blague. Philippe. Malheureusement, pour le moment, je ne le vois presque pas. Je vois les branches qui bougent. Sur à gauche. Mais il part. Oui, mais je vois les branches qui bougent, mais pour l'instant, je vois rien. Éric Marie. L'ours est descendu de l'arbre où il mangeait les glands. Et là, il s'est orienté vers de la bruyère. C'est calme, mais ça a l'air puissant. Waouh. Françoise. Ah, c'est magnifique, mais c'est surtout qu'il paraît énorme là du coup. Et à la fois, il fait très nounours. Parce que tout est rond. Tout est rond dans l'ours. Et là, il est dans un chêne en train de bouffer des glands, c'est ça? C'est ça, il est sorti de la matte derrière les feuilles. Et on voit
vois ses oreilles, son crâne, son museau. Je suis satisfaite. Ouais, je suis heureuse. Voir la faune sauvage et en plus des grands prédateurs, Ça fait du bien de savoir que ça existe quand même. Hein. Bah c'est ça fait. C'est possible. Exactement. Dans des zones finalement assez habitées quand même. Même si là on est un peu en altitude, donc il y a quand même moins l'empreinte humaine. Raphaël, C'est ça, donc on ne dérange pas du tout et à la fois on est au devant de la scène, quoi. C'est ça qui est dingue à cet endroit. Et il y a une voiture qui passe. C'est ça. Et l'ours n'a aucune réaction en fonction par rapport à cette voiture. Donc il y a une vraie habitude, on dirait. Il est juste derrière l'arbre. Oh, on le voit super bien. Il est en train de sortir. Alors, il les mange pas, les fruits rouges. Pour l'instant, ils sont pas mûrs. Mais là, il sort. Là, on le voit bien. Qui c'est qui prend la longue vue? Laurent, Il est sur un petit promontoire, il regarde, on le voit respirer. La gueule ouverte, la couleur de la langue. Il est couché sur un tapis de mousse au bord du vide. Pierre, Ouais, c'est une observation assez rare, ça. Il est tout calme. Profitez, hein, au niveau des yeux, 300 mètres, bonne lumière. Oh, ben, ça m'arrive, mais 2 fois par an, quoi. Voir un ours qui dort, j'adore. Incroyable. On voit ses naseaux, on voit tout. Oh, là, on est avec lui, là. Pourquoi les humains, ils ont du plaisir à observer un animal sauvage? Pourquoi toi, ça te fait quelque chose de voir ça? Une espèce qui prend plaisir à observer une autre espèce. Françoise, Ça va toucher quelque chose de plus profond quand on était bien plus connecté avec le monde, avec la nature, avec notre environnement, avec... Raphaël, Pourquoi on apprécie l'ours en particulier, je pense. Bon, on a tous eu un doudou, quoi. En fait, je pense qu'il y a un petit côté comme ça. Et l'ours, ça paraît vraiment super doudou. Bon, après, on va pas l'emmener dans notre chambre, celui-là. Mais je sais pas. Et l'observation, c'est le premier chemin pour connaître. Mais... Éric Marie, Je crois qu'il y a le côté, j'imagine, enfin moi je le traduis comme ça, innocence de l'animal. Il est bien dans son milieu, sans se poser de questions particulières. Il profite de son environnement. Ouais, ils sont différents de nous, quoi. C'est exceptionnel. Pourtant t'en as vu, hein. Ouais, pourtant j'en ai vu, mais c'est toujours différent. Écoute, c'est jamais pareil. Il y a toujours un contexte, une lumière et tout ça. C'est jamais pareil. Mais là, c'est quand même 5 étoiles. Ça me nourrit, c'est ce qui me donne l'énergie pour me lever le matin. Enfin, il y a d'autres choses, mais ça, c'est vraiment une motivation énorme. C'est comme une récompense, quoi, d'avoir réfléchi, mis en place ta stratégie. Tu te lèves le matin, tu te diriges vers l'endroit, et puis tu es récompensé par des belles observations. Et c'est des êtres vivants comme nous, et moi, ça me fascine. Toutes ces formes de vie là différentes, une fourmi, un ours, un papillon, un vautour. C'est absolument incroyable la vie, sous toutes ses formes, quoi. C'est extraordinaire. Et là, tu remontes, on partage la sieste de l'ours. Je dis pas qu'on fait la sieste avec lui, mais là, on partage un moment de fou, quoi. C'est incroyable. Souvent, tu le vois passer, c'est furtif, il traverse une clairière ou tu le vois monter un ravin. Mais là, t'es avec lui, tu comprends son emploi du temps, on l'a vu manger, on l'a vu se déplacer, on le voit se coucher, on le voit dormir. Je sais pas comment dire, quoi, c'est intime. Les Anglais ils disent a way of life.
tu sais, une façon de vivre. On n'a pas trop l'équivalent en français. Observer la nature, c'est ça. C'est pas une activité. C'est pas une activité, c'est une façon d'être. C'est quelque chose qui me remplit tellement que j'ai pas envie d'observer la nature. J'ai envie d'en faire partie. J'ai envie de la vivre. Alors, bon, je ne suis qu'un être humain. Je suis pas un ours ou un ver de terre ou un aigle. Donc, on est quand même un peu à l'extérieur. On est quand même des êtres humains qui avons tellement façonné la nature avec tellement de pouvoir sur elle qu'on est bien obligé non pas de la gérer, ouais, ou de l'observer, ou de la protéger, ou de s'en occuper. Il y a plein de mots pour ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire partie d'elle, vivre avec elle, du matin au soir. Il n'y a pas d'heure pour observer la nature. Voilà, c'est tout le temps. C'est la vivre, quoi. Que je sois dans mon jardin, que je plante un arbre fruitier, que je prenne mes jumelles pour voir passer un oiseau, ou que je me rende compte que l'ours, il a fait un truc cette nuit quand je me lève le matin. Voilà, tout ça, ça fait partie d'un tout. J'en ai fait mon métier. J'ai éduqué mes enfants là-dedans, et d'ailleurs, ils sont tellement baignés là-dedans, sans même que je m'en rende compte, que Martin, mon grand-fils, il est totalement motivé et il est totalement parti pour faire un peu la même chose que moi j'ai vécu. Et ma fille aussi, à sa façon, avec plutôt le domestique, les animaux domestiques, mais dans les animaux aussi. Que voilà, c'est toute ma vie, c'est aussi simple que ça, pas grand-chose d'autre à ajouter. Une partie de mon travail qui m'intéresse, c'est le partage et la transmission. Partager les moments, c'est-à-dire que ce que j'aime, moi, c'est faire vivre des émotions en direct aux gens. Moi, je suis content quand je leur sers à ça. Et d'ailleurs, ils me disent « Ah ouais, grâce à toi, on a vu tel animal, on a vécu tel truc. » Alors des fois, on n'a rien vu, mais tu nous as amenés à tel endroit et on a pu se mettre en situation de tenter de voir telle chose. On a compris comment il fallait faire. Et ça, c'est vraiment... Et là, je trouve que... Là, je suis content. Les gens, ils me disent là, vraiment, merci parce que là... ça a changé quelque chose, ma vision des choses. Je me promènerai plus pareil maintenant. Je repenserai à ce qu'on a vécu. Je repenserai à ce que tu m'as dit. Je repenserai à ce que j'ai appris. Et ça, c'est bon, quoi. Ça, c'est bien. On avance, quoi. Partager l'émotion, transmettre une connaissance dans un voyage naturaliste, c'est la clé pour avancer, car on ne protège que ce que l'on aime et ce que l'on connaît. Vivre avec les ours, c'est plus qu'une observation épisodique. C'est un émerveillement permanent et une quête de sens par l'altérité du vivant, libre et sauvage. Ce sens-là, Pierre l'a trouvé dans les montagnes des Asturies. Merci sincèrement à Pierre Boutonnet pour son accueil, pour nous avoir guidés sur le terrain et pour le parrainage du podcast. Merci à Marie et leurs enfants et aux membres du groupe du Voyage Naturaliste. Une réalisation de Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles. Une production La Belle Échappée, sonore et visuelle.